Les États-Unis fêteront leurs 250 ans en 2026. Selon une théorie qui fascine historiens et économistes, c'est précisément à ce moment qu'un empire atteint son point de rupture critique. Rome, l'Empire ottoman, l'Espagne des Habsbourg. Tous auraient suivi ce même cycle fatal. Simple coïncidence ou loi historique que nous refusons de voir? Je suis historien spécialisé en cycles économiques, et ce que vous allez découvrir va transformer votre compréhension du monde actuel. Voici ce que peu de gens réalisent. En l'an 250 de l'Empire romain, sous le règne de Décès, commence la crise du IIIe siècle. 50 ans de chaos total. L'Empire ottoman, 250 ans après sa fondation en 1299, Soliman le Magnifique meurt en 1566. Après lui, c'est le début d'un déclin irréversible qui durera 3 siècles. L'Empire espagnol des Habsbourg atteint son apogée sous Charles Quint. Puis, exactement 250 ans plus tard, en 1700, la guerre de succession d'Espagne met fin à sa domination mondiale. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la mécanique historique. Mais pourquoi 250 ans? La réponse se trouve dans quelque chose que les économistes appellent la dette dynastique. Pas seulement la dette financière, mais une dette systémique qui s'accumule génération après génération. Pensez-y. 250 ans représentent environ 10 générations. La première génération construit l'empire par la conquête et le sacrifice. La deuxième consolide. La troisième prospère. Mais à partir de la quatrième, quelque chose d'insidieux commence. Chaque génération hérite non seulement de la richesse de ses prédécesseurs, mais aussi de leurs promesses non tenues, de leur infrastructure vieillissante, de leurs engagements militaires, de leur bureaucratie gonflée. C'est exactement ce qui s'est passé avec Rome au IIIe siècle. L'armée représentait 75% du budget impérial. Les empereurs devaient constamment dévaluer la monnaie pour payer les légions. Le denier romain, qui contenait 95% d'argent sous Auguste, n'en contenait plus que 5% sous Galien, 2 siècles et demi plus tard. Et devinez ce qui se passe quand une monnaie s'effondre? L'inflation explose, le commerce international s'arrête, les provinces se rebellent. C'est exactement le schéma qu'on observe dans chaque grand empire à ce point de bascule. Entre 235 et 284 après Jésus-Christ, Rome connaît plus de 50 empereurs. La plupart sont assassinés. Le pouvoir central perd le contrôle des frontières. Les Perses envahissent l'Est, les tribus germaniques le Nord. L'Empire se fragmente en 3 entités distinctes pendant près de 15 ans. L'Empire ottoman du XVIe siècle offre un cas encore plus frappant. Après Soliman, les sultans qui suivent héritent d'un empire gigantesque mais ingérable. Les janissaires, cette élite militaire qui avait fait la force de l'Empire, deviennent une caste parasitaire impossible à réformer. Chaque sultan qui tente de les toucher risque sa vie. En 1622, ils assassinent le sultan Osman II. Le système est devenu prisonnier de ses propres institutions. La trésorerie s'épuise à maintenir une armée inefficace et des conquêtes impossibles à digérer administrativement. Si cette analyse vous fascine autant que moi, abonnez-vous maintenant. Ce que je vais vous révéler dans la suite va complètement changer votre vision de l'actualité économique. Et activez la cloche. Parce que ce type de contenu, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Maintenant, voici la partie qui dérange vraiment. Le cycle ne concerne pas seulement les empires anciens. Il s'applique aux superpuissances modernes avec une précision troublante. L'Empire britannique atteint son apogée avec la victoire de Waterloo en 1815. 250 ans plus tard, nous sommes en 2065. Mais en réalité, le Royaume-Uni a déjà perdu son statut de superpuissance. Le déclin a commencé après la Première Guerre mondiale, quand la dette de guerre a forcé Londres à céder sa position à Washington. Pourquoi plus tôt que prévu? Parce que 2 guerres mondiales ont accéléré le processus de manière catastrophique. En 1914, la livre sterling contrôlait 60% des transactions commerciales mondiales. En 1950, ce chiffre était tombé sous les 10%. Et les États-Unis? Si on compte depuis 1776, on arrive à 2026. Mais certains historiens économiques argumentent qu'il faut compter depuis 1865, la fin de la guerre civile, et la véritable naissance des États-Unis modernes. Ce qui nous amène à 2115. Dans les 2 cas, nous sommes dans la zone critique. Les signes sont là.
La dette nationale américaine dépasse 36 000 milliards de dollars. C'est 123% du PIB, un niveau jamais atteint en temps de paix. Chaque année, les États-Unis dépensent plus de 900 milliards de dollars uniquement en intérêts sur cette dette. C'est plus que le budget militaire de n'importe quel autre pays au monde. Le dollar, monnaie de réserve mondiale depuis 1944, fait face à des défis sans précédent. La Chine, la Russie, même certains alliés traditionnels cherchent activement des alternatives. Les BRICS développent leur propre système de paiement pour contourner le dollar. En 2023, la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 58%, contre 73% en 2001. L'infrastructure américaine? L'American Society of Civil Engineers lui donne une note de 6-. Il faudrait 4 600 milliards de dollars pour la remettre à niveau. Plus de 43 000 ponts sont structurellement déficients. La polarisation politique atteint des sommets historiques. Le système de santé est le plus coûteux du monde développé, mais produit des résultats médiocres. L'espérance de vie diminue pour la première fois depuis des décennies, passant de 79 ans en 2014 à 76 ans en 2021. Mais attention, il ne s'agit pas de prédire un effondrement apocalyptique imminent. Ce serait irresponsable et faux. Le cycle des 250 ans n'est pas une loi physique. C'est une observation de tendance historique profonde. Ce qui se répète, c'est un schéma. Accumulation de rigidités institutionnelles, incapacité croissante à se réformer, élite déconnectée des réalités, dette systémique insoutenable, et finalement, un choc externe qui révèle toutes ces fragilités cachées. Pour Rome, c'était l'invasion des Goths combinée à la peste de Cyprien qui tua des millions de personnes entre 249 et 262. Pour l'Espagne, la guerre de succession qui coûta 500 000 vies et vida complètement le trésor. Pour l'Empire ottoman, l'échec militaire face à l'Occident lors de la bataille de Vienne en 1683, qui marqua la fin de l'expansion territoriale. Pour la Grande-Bretagne, 2 guerres mondiales qui transformèrent le plus grand créancier mondial en plus grand débiteur. Quel sera le choc pour l'Amérique? Une crise financière systémique? Un conflit avec la Chine? Une pandémie encore plus dévastatrice? Ou simplement l'érosion progressive de sa légitimité internationale? Personne ne peut le prédire avec certitude. Mais l'histoire nous enseigne que les empires ne tombent jamais au hasard. Ils s'effondrent quand leurs structures internes sont devenues tellement rigides qu'elles ne peuvent plus s'adapter aux changements externes. Les États-Unis font face à des défis que Rome n'avait jamais imaginés. Le changement climatique, l'intelligence artificielle, la prolifération nucléaire, la désinformation à l'échelle industrielle. Mais les mécanismes fondamentaux restent identiques. Capacité d'adaptation contre sclérose institutionnelle. Il faut être net. Cette théorie du cycle des 250 ans reste débattue parmi les historiens. Beaucoup la considèrent comme une sursimplification séduisante mais trompeuse. Les empires sont des systèmes complexes, et vouloir les faire entrer dans un cycle arithmétique précis peut être artificiel. De plus, les dates ne correspondent pas toujours parfaitement. L'Empire romain d'Orient, Byzance, a survécu plus de 1000 ans après la chute de Rome, jusqu'en 1453. La Chine impériale a connu des cycles de plusieurs siècles, avec des dynasties qui s'effondraient et se reconstituaient. La dynastie Tang a duré près de 300 ans, de 610 à 8 à 907. Les Mongols ont bâti le plus grand empire terrestre de l'histoire en moins d'un siècle sous Gengis Khan et ses successeurs. Ce qui est plus solide scientifiquement, c'est l'analyse des mécanismes sous-jacents. Surextension militaire, dévaluation monétaire, déclin démographique, incapacité à innover institutionnellement. Ces facteurs apparaissent effectivement de manière récurrente dans l'histoire des grandes puissances, généralement après plusieurs générations de domination. L'historien britannique Arnold Toynbee a identifié 23 civilisations majeures dans l'histoire. Toutes, sauf la civilisation occidentale moderne, se sont effondrées. Et selon lui, l'effondrement vient toujours de l'intérieur, jamais seulement de forces externes. Le véritable danger n'est pas le chiffre magique de 250 ans. C'est l'aveuglement face aux signes de déclin. Chaque empire qui s'est effondré pensait être éternel jusqu'à la veille de sa chute. Alors, sommes-nous condamnés à répéter l'histoire? Pas nécessairement.
La différence avec les empires du passé, c'est que nous avons cette histoire justement. Nous pouvons étudier les erreurs de Rome, d'Istanbul, de Madrid, de Londres. Nous pouvons identifier les points de bascule avant qu'il ne soit trop tard. Les grandes réformes sont possibles. L'Amérique s'est réinventée plusieurs fois. Après la guerre civile, pendant le New Deal, après la Seconde Guerre mondiale. La question est de savoir si les institutions actuelles ont encore cette capacité d'adaptation. Ce qui est certain, c'est que le XXIe siècle sera celui d'un rééquilibrage géopolitique majeur. Que les États-Unis maintiennent leur position dominante ou qu'ils cèdent la place à un monde multipolaire, nous vivons un de ces moments charnières que les historiens du futur étudieront avec fascination. Le cycle des 250 ans n'est pas une loi absolue, mais il nous rappelle une vérité fondamentale. Rien n'est éternel, ni les empires, ni les monnaies, ni les systèmes politiques. L'histoire n'est pas linéaire. Elle est cyclique, même si les cycles ne sont jamais parfaitement identiques. Si cette analyse vous a donné matière à réflexion, faites-le savoir en laissant un like. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire et à l'économie. Et surtout, abonnez-vous. Parce que comprendre ces cycles longs, c'est comprendre où nous allons. Pas pour céder au fatalisme, mais pour agir en connaissance de cause. La question n'est pas de savoir si l'ordre mondial va changer. Il change déjà. La question est de savoir si nous serons capables de naviguer cette transition sans catastrophe majeure. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle analyse.